Nous allons maintenant terminer le cours sur les modèles classiques de l'atome. Donc la dernière partie du cours. On va parler de l'énergie d'excitation et de l'énergie d'ionisation. Une excitation est tout phénomène qui sort un système de son état de repos pour la mettre en état d'énergie supérieure. L'excitation, lorsqu'on excite un atome, donc l'électron reste dans l'atome. L'électron ne quitte pas. Il va dans un niveau d'énergie supérieure. Et l'énergie d'excitation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome dans son état fondamental pour amener son électron à une orbite de rang P, à une orbite supérieure à n égale 1 dans le cas de l'atome d'hydrogène et des hydrogénides. De ce fait, l'énergie d'excitation, c'est EP moins En, E0Z carré 1 sur P carré moins 1 sur N carré. Dans le cas de l'atome d'hydrogène et des hydrogénides, N est égal à 1, est toujours égal à 1. Donc on aura pour l'hydrogène et les hydrogénides, pour déterminer l'énergie d'excitation, ici mettre N égale 1, donc ça fera 1 moins 1 sur P carré. L'énergie d'ionisation est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome dans son état fondamental pour lui enlever son électron. L'électron le moins attaché au noyau. Bien sûr, dans le cas de l'hydrogène et les hydrogènes, on a un seul électron, mais dans un atome polyélectronique, on aura plusieurs électrons, et l'énergie d'ionisation, c'est pour arracher l'électron le moins attaché au noyau. Donc l'électron va passer du niveau fondamental à l'infini. L'énergie d'ionisation, c'est E infini moins En égale à E0Z carré sur N carré. Ça, on l'a déjà calculé. Ça, c'est l'énergie du niveau 1, l'opposé de l'énergie de l'effet E qui correspond à l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. On va prendre un exemple. Calculons l'énergie d'ionisation de l'hydrogénide associé à l'oxygène. Cet hydrogénide, c'est O7+. Donc, l'énergie d'ionisation, c'est EI, E infini moins E1. Donc, ça correspond toujours à moins E1, Z carré, E0. Donc, l'énergie d'ionisation, elle est toujours positive. Donc, le modèle de Bohr nous a permis de déterminer, de lever les deux contradictions qui étaient apparues dans le modèle de Rutherford. Donc, peut être appliqué avec une certaine approximation à un atome polyélectronique. On a cherché à appliquer le modèle de Bohr à un atome polyélectronique. Et de ce fait, on aura bien sûr des spectres. Et comme on a plusieurs électrons dans un atome polyélectronique, l'électron responsable de l'émission du spectre optique, qu'on appelle est séparé par des électrons des couches internes. De ce fait, il existe un effet d'écran de la part de ces électrons vis-à-vis de l'électron optique. Donc, voilà ce qu'on a en réalité. Je vous montre ça ici. Voici un atome polyélectronique. Ici, voici l'électron qu'on va étudier, qui va absorber ou émettre de l'énergie. Donc, voici cet électron-là est séparé du noyau par plusieurs couches d'électrons. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il existe un effet d'écran de la part des électrons vis-à-vis de l'électron optique. Donc, un effet d'écran. Ça signifie juste que cet électron-là ne va pas percevoir toute la charge du noyau, puisque cette charge-là, elle est partagée. Le noyau exerce son action sur l'ensemble des électrons de l'atome. Tous les électrons restent autour du noyau. Donc, cet électron ne va pas percevoir toute la charge du noyau, mais une certaine charge. Et de ce fait, la force d'attraction va changer, puisque l'électron ne va pas percevoir toute la charge du noyau, mais une charge moins quelque chose. C'est quelque chose, c'est la charge qui exerce le noyau sur les autres électrons. On aura donc 1 sur 4 pi S4 pour la force d'attraction, 1 sur 4 pi epsilon 0 carré, Z moins sigma, E carré sur Z carré. Cette constante d'écran, fonction du nombre d'électrons entre les deux. Et bien sûr, on peut essayer d'appliquer la relation, le modèle de Bohr, 1 sur lambda RH, Z moins 1, Z moins sigma au carré, 1 sur M carré moins 1 sur N carré. Et Moseley avait établi par l'expérience une formule analogue en 1913 en disant que la racine de 1 sur lambda égale à une constante Z moins sigma, Z moins 5. Donc, il rejoint exactement la théorie de Bohr. Mais le modèle de Bohr
Le modèle de bord permet de trouver les résultats exprimés dans le cadre de l'atome d'hydrogène et des hydrogénides, mais il ne permet pas d'expliquer, d'interpréter les spectres que l'on obtient lorsqu'on étudie les atomes polyélectroniques. Et le deuxième problème est que lorsque vous soumettez l'atome à une radiation, le modèle de bord ne permet pas d'expliquer l'apparition de raies multiples quand vous placez un atome dans un champ magnétique. Lorsque vous placez un atome dans un champ magnétique ou dans un champ électrique, on n'obtient plus une raie, mais là où on avait une raie, on a une multiplicité de raies. Les raies sont multipliées du moins. Et le modèle de bord ne permet pas d'expliquer l'apparition de ces raies nouvelles. Donc ça signifie qu'on vient d'atteindre les limites du modèle de bord. Donc bien sûr, quand on atteint les limites, comme on l'a dit dans le cours, les limites du modèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers un niveau supérieur. Le modèle de bord nous a permis de comprendre certaines propriétés des atomes, surtout de l'hydrogène et des hydrogénides, mais le modèle de bord n'est plus en mesure d'expliquer toutes les raies qui apparaissent lorsqu'on place l'atome dans un champ magnétique. Donc, ce modèle, on vient d'atteindre les limites de ce modèle. Il faut trouver un autre modèle. Mais en fait, si on regarde de près, le problème, ce n'est pas le modèle de bord qu'on a appliqué. Le problème dans ce cas précis, c'est la mécanique classique newtonienne utilisée pour étudier les atomes. En effet, c'est cette mécanique-là qui n'est pas adaptée à l'infiniment petit. Vous l'avez depuis le lycée appliqué au domaine macroscopique avec le théorème du centre d'inertie, le principe fondamental de la mécanique. Mais lorsqu'on arrive à l'infiniment petit, cette mécanique-là n'est plus adaptée. Il faut changer en réalité de théorie. Donc pour interpréter les propriétés de l'atome, une nouvelle mécanique va être utilisée, c'est la mécanique quantique ou ondulatoire. Donc on vient de terminer les deux modèles classiques que nous devions étudier. Et maintenant, la prochaine fois, on va changer de modèle. Ce sera le modèle quantique, toujours dans le cadre de l'atome, de l'étude de l'atome en atomistique. Merci de votre attention et à la prochaine.